Vous avez probablement des photos de quelqu'un qui est décédé, peut-être dans votre portefeuille, peut-être sur votre smartphone, peut-être dans un cadre photo à côté de votre lit. Et vous croyez probablement que vous faites ce qu'il faut, que vous gardez la mémoire vive, que vous honorez celui ou celle qui est parti. Mais ce que je vais vous révéler maintenant pourrait complètement changer la façon dont vous voyez ces photographies. Parce qu'il existe une erreur que 99% des gens commettent avec les photos de personnes décédées. Une erreur que la psychologie moderne a confirmée et que Raymond Moody, après 50 ans à étudier la mort, a souligné à maintes reprises. Tout d'abord, laissez-moi vous rassurer. Avoir des photos de ceux que vous avez aimés et perdus n'est pas une mauvaise chose. Cela peut être profondément curatif. Cela peut aider dans le processus de deuil. Cela peut maintenir vivante la connexion avec quelqu'un qui a tout signifié pour vous. Mais il existe une limite subtile, une limite que la plupart des gens franchissent sans s'en rendre compte. Et lorsque vous franchissez cette limite, les photos cessent d'être un pont vers la guérison et deviennent des chaînes qui vous retiennent prisonnier. Calmez-vous, parce que ce qui va suivre est crucial pour votre compréhension. Et cela pourrait complètement changer votre façon d'interagir avec la mémoire de ceux que vous avez perdus. La science a enfin commencé à étudier le deuil sérieusement. Et ce qu'elle a découvert va à l'encontre de ce que la plupart des gens croient. En 2022, l'Association américaine de psychiatrie a fait quelque chose d'historique. Elle a officiellement reconnu une condition qui affecte près de 10% des personnes qui perdent un proche. Le nom est deuil complexe persistant. Et l'une des caractéristiques centrales de cette condition est exactement ce que beaucoup de gens font avec les photos de leurs êtres chers décédés. Les personnes atteintes de deuil complexe persistant créent souvent ce que les psychologues appellent des sanctuaires, des espaces dédiés aux défunts, des pièces maintenues exactement comme elles étaient, des effets personnels intacts, et oui, des photos partout, des photos qui sont regardées obsessivement, des photos qui deviennent le centre de rituels quotidiens, des photos qui, au lieu d'aider à traiter la perte, maintiennent la blessure éternellement ouverte. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas. Ce n'est pas la photo elle-même qui est le problème. C'est ce que vous en faites. C'est la façon dont vous interagissez avec elle, et c'est ce qu'elle représente dans votre psyché. Raymond Moody, dans ses décennies de recherche sur les expériences de mort imminente et la communication post-mortem, a découvert quelque chose de fascinant. Les personnes qui revenaient de MI rapportaient souvent que leurs proches de l'autre côté ne voulaient pas qu'ils restent bloqués dans le passé. Au contraire, les défunts, selon ces récits, souhaitaient que les vivants aillent de l'avant, qu'ils vivent pleinement, qu'ils retrouvent la joie. Et cela nous amène à la première erreur que presque tout le monde commet. L'erreur d'utiliser les photos pour éviter la douleur au lieu de la traiter. Lorsque vous regardez une photo de quelqu'un qui est mort, que se passe-t-il dans votre corps? Vous sentez une oppression dans la poitrine, des larmes dans les yeux, un regret qui semble sans fin. Et beaucoup de gens recherchent ces photos exactement pour ressentir cela. Non pas parce qu'ils veulent guérir, mais parce qu'ils sont devenus dépendants de cette douleur. Des études de neuroimagerie publiées en 2023 ont montré quelque chose de troublant. Lorsque des personnes atteintes de deuil complexe persistant voient des photos ou des objets du défunt, une zone spécifique du cerveau s'active intensément, le noyau accumbens, la même zone activée par les drogues, par les jeux de hasard, par tout comportement addictif. Le cerveau reçoit littéralement une dose de quelque chose lorsque vous regardez cette photo. Les chercheurs de l'Université de Toronto ont découvert que le plaisir dérivé du maintien du défunt en vie à travers des photos et des souvenirs peut renforcer des habitudes qui empêchent la résolution du deuil. C'est comme si le cerveau disait « Ça fait mal, mais cette douleur est familière. Cette douleur me connecte à la personne que j'ai perdue. Alors je veux plus de cette douleur. » C'est de l'addiction. Et la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont dépendants. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Une femme qui a perdu son mari il y a 3 ans. Elle garde toutes ses photos exactement là où elles étaient. Son smartphone contient plus de 1000 photos de lui. Elle se réveille tous les jours et la première chose qu'elle fait est de regarder la photo sur sa table de chevet.
Pendant la journée, elle arrête ce qu'elle fait plusieurs fois pour regarder son smartphone. Avant de dormir, elle passe au moins 1 heure à regarder d'anciennes photos. Elle croit qu'elle maintient la mémoire vive, qu'elle honore leur amour. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'elle est dépendante du cycle de la douleur. Elle est piégée dans une boucle qui ne se résout jamais. Et chaque fois qu'elle regarde ces photos, elle renforce le schéma. Le cerveau reçoit la dose. La douleur devient plus familière que la joie. Et la vie passe pendant qu'elle vit dans le passé. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'emprisonnement. Ce n'est pas honorer la mémoire. C'est nier la réalité. Ce n'est pas maintenir en vie. C'est se maintenir mort en vie. Gardez cette information. Cela aura du sens quand je révélerai ce que vous devriez faire à la place. Maintenant vient la deuxième erreur, et celle-ci est encore plus subtile. L'erreur de garder les photos comme si la personne était encore vivante. Des pièces maintenues intactes, des couverts mis à table, des vêtements dans le placard, et des photos partout, traitées comme si la personne pouvait revenir à tout moment. Cela crée une réalité parallèle, une réalité où la mort n'est pas vraiment arrivée. Une réalité où vous n'avez pas besoin d'accepter ce qui est déjà irréversible. La psychologie du deuil a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Autrefois, on croyait que l'objectif était de se détacher complètement, d'oublier, d'aller de l'avant comme si de rien n'était. C'était une erreur. Mais l'extrême opposé est également erroné. Aujourd'hui, les psychologues parlent de lien continu. L'idée que vous pouvez maintenir une connexion saine avec ceux qui sont décédés. Mais lien continu ne signifie pas faire semblant que la personne est encore vivante. Cela signifie intégrer la perte dans votre vie d'une manière qui permette la croissance. Et voici la différence cruciale. Une différence qui peut déterminer si vous allez guérir ou si vous allez rester piégé pour toujours. Une chose est d'avoir une photo de celui que vous avez aimé dans un endroit significatif et occasionnellement de la regarder avec amour et gratitude. Peut-être à l'anniversaire de la personne, peut-être à votre anniversaire de rencontre, peut-être dans des moments où la nostalgie se fait plus forte. Vous regardez, vous ressentez, vous honorez ce qui existait et vous continuez votre journée. La photo sert de rappel gentil d'un amour qui a façonné qui vous êtes. Une autre chose complètement différente est de passer des heures par jour à regarder cette photo. Se réveiller, et la première chose est de regarder. S'endormir, et la dernière chose est de regarder. Pendant la journée, interrompre tout pour regarder à nouveau. Parler avec elle, comme si la personne pouvait répondre. Demander des conseils. Partager la journée. L'utiliser comme substitut aux relations avec des personnes vivantes. Préférer la compagnie de la photo à la compagnie de personnes réelles. Moody a documenté des cas de personnes qui ont développé ce qu'il a appelé la communication post-mortem à travers des photographies. Certaines de ces expériences étaient authentiques et curatives. Des moments où la personne ressentait une présence réelle du défunt. Paix, réconciliation, le deuil. Il y a la clôture. Mais d'autres formes sont clairement pathologiques. Des individus piégés dans des spirales de douleur sans issue. Des personnes qui abandonnent leur vie pour se réfugier dans un monde de souvenirs. La différence réside dans l'intention et dans le résultat. Les expériences de guérison naissent d'un amour sincère et ouvert, tandis que les expériences pathologiques proviennent du désespoir et d'un attachement obsessif. Mais attendez, il existe une troisième erreur souvent ignorée qui pourrait être la plus importante. Il s'agit de projeter sur les morts ce qu'on n'a pas résolu avec les vivants. Nombreux sont ceux qui s'accrochent aux photos de manière obsessionnelle parce que leur relation avec le défunt était conflictuelle. Des mots non dits, des pardons non demandés, un amour non exprimé. Et la photo devient l'endroit où ils tentent de réparer tout cela. Ceci fonctionne rarement, parce que la photo ne peut pas répondre. La photo ne peut pas pardonner. La photo ne peut pas dire « je t'aimais aussi ». La photo est une image figée dans le temps. Et tant que vous projetez votre douleur non résolue sur cette image, vous ne guérissez pas. Vous ne faites que répéter le schéma en boucle. Rappelez-vous, quand j'ai mentionné le noyau accumbens, voici le lien. Chaque fois que vous regardez la photo et ressentez cette douleur familière, votre cerveau reçoit une dose de quelque chose, et cela renforce le comportement. Le cycle se perpétue.
et la guérison n'arrive jamais. Alors, que devriez-vous faire à la place? Premièrement, comprendre qu'il existe deux manières de se relier aux photos des défunts. Une qui emprisonne et une qui libère. La manière qui emprisonne se caractérise par la compulsion. Vous ne pouvez pas passer une journée sans la regarder. Si vous perdez la photo, vous paniquez. La photo est devenue plus réelle que la personne elle-même. La photo est devenue un objet d'adoration. Vous organisez votre vie autour d'elle. Et chaque fois que vous la regardez, la douleur est aussi intense qu'au premier jour. La manière qui libère est différente. Vous regardez la photo occasionnellement, avec tendresse, avec gratitude pour le temps passé ensemble. La douleur est présente, mais elle n'est pas dévastatrice. La photo vous rappelle l'amour qui existait. Elle ne vous emprisonne pas dans la souffrance de la perte. Vous parvenez à sourire en la regardant. Vous ressentez de la joie en évoquant les souvenirs. La photo est un pont vers le passé. Pas une chaîne qui vous empêche d'avoir un avenir. La différence réside dans la qualité de l'émotion, pas dans la présence de l'émotion. Raymond Moody décrit dans ses livres ce qu'il appelle l'expérience de mort partagée. Des moments où des personnes vivantes, présentes au moment du décès d'une autre, rapportent des expériences similaires aux EMI. Elles voient la lumière, elles ressentent la paix. Elles ont la sensation d'accompagner le défunt dans une partie de son voyage. Et l'une des choses que ces personnes rapportent est un message clair. Ne reste pas piégé. Je vais bien. Continue ta vie. Si les défunts peuvent réellement communiquer, si les recherches de Raymond Moody sont justes, alors ce qu'ils veulent le plus, c'est que vous viviez. Pas que vous figiez votre vie autour de leur mort. Mais comment savoir si vous avez franchi la ligne? Il existe des signes clairs. Si plus d'1 an s'est écoulé depuis le décès et que la douleur est encore aussi intense qu'au premier jour, il y a peut-être un problème. Si vous évitez les situations sociales parce que vous préférez rester chez vous à regarder des photos, il y a peut-être un problème. Si vous sentez que vous ne pouvez plus être heureux parce que ce serait trahir la mémoire du défunt, il y a peut-être un problème. Si vous gardez tout exactement comme c'était et que vous ressentez de l'anxiété rien qu'en pensant à changer quelque chose, il y a peut-être un problème. Ce sont des signes de deuil complexe persistant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un traitement. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils ont besoin d'aide. Ils croient que l'intensité de la douleur est la preuve de leur amour. Que souffrir, c'est honorer. Qu'arrêter de souffrir reviendrait à oublier. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L'intensité du deuil n'est pas proportionnelle à l'intensité de l'amour. Il y a des gens qui ont aimé profondément et qui ont réussi à gérer la perte de manière saine. Et il y a des gens qui avaient des relations compliquées, pleines de conflits et de ressentiments, qui sont restés prisonniers du deuil pendant des années. L'intensité du deuil est davantage liée à la façon dont vous traitez vos émotions qu'à l'intensité de votre amour. Et c'est libérateur quand vous comprenez cela. Cela signifie que sortir du deuil complexe persistant n'est pas trahir celui ou celle qui est décédé. C'est prendre soin de votre propre santé mentale. C'est reconnaître que vous méritez de vivre. Que la personne qui est morte voudrait que vous viviez. Et c'est là que la spiritualité et la psychologie se rencontrent d'une manière puissante. Raymond Moody a passé des décennies à développer une technique appelée le psychomantum. Un espace sombre avec un miroir où les gens pouvaient, soi-disant, avoir des expériences de communication avec les défunts. Ce qu'il a découvert était fascinant. Beaucoup de gens rapportaient des rencontres authentiques. Ils sentaient des présences. Ils voyaient des reflets. Ils entendaient des messages. Et ces expériences apportaient souvent une guérison profonde. Mais il y avait aussi une constante. Les personnes qui entraient dans le psychomantum avec obsession, avec désespoir, avec le besoin de garder le défunt prisonnier. Ces personnes avaient rarement des expériences significatives. C'était comme si l'intensité de leur attachement bloquait la connexion. En revanche, les personnes qui entraient avec ouverture, avec la volonté de lâcher prise, avec amour plutôt qu'avec désespoir, celles-ci avaient souvent les expériences les plus profondes et en sortaient transformées. La leçon est claire. Plus vous essayez de vous accrocher, moins vous recevez. Plus vous acceptez, plus vous vous ouvrez à quelque chose d'authentique. Et cela s'applique directement aux photos.
Si vous regardez une photo avec désespoir, en essayant de retenir la personne, vous êtes dans la mauvaise énergie. Vous bloquez toute connexion réelle qui pourrait exister. Mais si vous regardez une photo avec amour ouvert, avec acceptation de la réalité, avec gratitude pour ce qui a été, quelque chose de différent peut se produire. Une étude publiée dans les Journals of Gerontology a révélé que les personnes en deuil qui conservaient une certaine croyance en une continuité après la mort, que ce soit la réincarnation ou une autre forme d'existence après la vie, obtenaient de meilleurs résultats dans le processus de deuil. La croyance que la personne existe encore quelque part, d'une manière ou d'une autre, était universellement protectrice. Cela prend tout son sens quand on y réfléchit profondément. Si vous croyez que la personne a simplement cessé d'exister, la photo est tout ce qui reste. Et la pression de préserver cette photo, de la garder parfaite, de ne jamais laisser la mémoire s'estomper, devient écrasante. Mais si vous croyez que la personne continue d'exister sous une autre forme, la photo devient simplement un souvenir d'une phase, important, significatif, mais pas la seule connexion qui existe. Les chercheurs en communication post-mortem, y compris Bill Guggenheim, qui a documenté plus de 3000 cas, rapportent que de nombreuses personnes sentent la présence d'êtres chers décédés sans avoir besoin de photos. Rêves de visitation, sensations de présence, signaux dans l'environnement. Pour ces personnes, la photo est un bonus, un souvenir visuel, pas une nécessité désespérée. Il est intéressant de noter que dans les cultures traditionnelles, avant même l'existence de la photographie, les gens faisaient aussi leur deuil. Ils conservaient aussi des souvenirs. Ils se connectaient aussi avec ceux qui étaient departis. Ils le faisaient à travers des histoires, des rituels, des objets symboliques. La photographie est une invention relativement récente dans l'histoire humaine. Et peut-être avons-nous mis trop de poids dessus. Cela ne signifie pas que les photos sont mauvaises. Cela signifie qu'elles ne devraient pas être le centre de tout, qu'elles ne devraient pas être la seule forme de connexion, qu'elles ne devraient pas remplacer le processus interne d'intégration de la perte. Mais cette croyance doit être équilibrée. Que la personne existe encore quelque part ne signifie pas qu'elle devrait encore être ici, avec moi, physiquement. L'acceptation de la réalité physique de la mort est essentielle, même si vous croyez en une continuité spirituelle. Et voici l'erreur que j'ai mentionnée au début. L'erreur que 99% des gens commettent. L'erreur est d'utiliser des photos pour éviter la transformation que le deuil exige. La mort de quelqu'un que nous aimons nous change, devrait nous changer. C'est l'une des expériences les plus profondes de l'existence humaine. Elle nous confronte à notre propre mortalité, à l'impermanence de tout, à la nécessité d'aimer maintenant. Parce que demain pourrait ne pas exister, quand vous utilisez des photos pour congeler le temps, pour faire semblant que rien n'a changé, pour éviter cette transformation douloureuse mais nécessaire. Vous gaspillez une opportunité de croissance que peu d'expériences dans la vie offrent. Raymond Moody a interrogé des milliers de personnes qui ont eu des expériences de mort imminente. Et l'une des découvertes les plus constantes était que ces personnes revenaient transformées. Elles n'avaient plus peur de la mort. Elles valorisaient la vie différemment. Elles aimaient plus profondément. Elles vivaient plus présentes. La mort de quelqu'un de proche peut offrir une version de cette transformation, sans avoir besoin de mourir vous-même. Elle peut vous enseigner sur l'impermanence, sur les priorités, sur ce qui compte vraiment. Mais seulement si vous permettez que le processus se produise. Si vous arrêtez d'utiliser des photos et des souvenirs pour éviter la douleur qui doit être ressentie pour être guérie, si vous avez ressenti quelque chose en entendant ces mots, si vous avez reconnu un schéma dans votre propre vie, si vous avez perçu que vous utilisez peut-être des photos d'une manière qui ne vous sert pas, YouTube a ce petit cœur doré là en bas. Le Super Thanks. Quand vous cliquez, vous dites que cette vérité importe, que ces thèmes méritent d'être explorés, que vous valorisez un contenu qui va au-delà du superficiel. Chaque Super Thanks est un vote pour la profondeur dans un monde de distraction. Maintenant, je vais vous dire exactement quoi faire. Premièrement, faites un inventaire honnête. Où sont les photos du défunt dans votre vie? Combien de fois par jour vous les regardez? Ce que vous ressentez quand vous les regardez. Et, crucialement, votre relation avec ces photos.
Est-elle en train de vous aider à guérir? Ou est-elle en train de vous maintenir prisonnier? Deuxièmement, demandez-vous ce que le défunt voudrait. Si cette personne vous aimait, voudrait-elle que vous passiez des années dans une souffrance paralysante? Voudrait-elle que vous abandonniez la vie pour vivre dans des souvenirs? Ou voudrait-elle que vous honoriez le temps que vous avez eu ensemble, en vivant pleinement le temps que vous avez encore? Troisièmement, considérez de réorganiser. Cela ne signifie pas jeter des photos. Cela signifie peut-être choisir une ou deux photos significatives au lieu de dizaines. Cela signifie peut-être créer un album spécial que vous visitez à des moments choisis, au lieu de photos partout qui vous rappellent constamment. Cela signifie peut-être faire un rituel de transition, où vous remerciez pour les souvenirs, et vous vous permettez d'aller de l'avant. Quatrièmement, cherchez de l'aide si vous en avez besoin. Le deuil complexe persistant est une condition réelle et traitable. Des thérapies spécifiques comme la thérapia de luto prolongado ont des taux de succès très élevés. Des études montrent qu'entre 60 et 75% des personnes qui passent par ce type de thérapie expérimentent une amélioration significative. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'aide pour traiter l'une des expériences les plus difficiles de la vie humaine. Au contraire, il y a de la sagesse à reconnaître vos limites et à chercher du soutien. Cinquièmement, considérez de créer un rituel de transition. Pas quelque chose de dramatique, quelque chose de significatif pour vous. Cela peut être de ranger quelques photos dans un album spécial au lieu de les laisser toutes exposées. Cela peut être d'écrire une lettre au défunt, expliquant que vous allez commencer à vivre plus pleinement. Cela peut être de visiter un endroit qui était significatif pour vous deux, et de faire une demande de permission symbolique pour aller de l'avant. Les rituels aident le cerveau à traiter les transitions. Ils marquent la fin d'une phase et le début d'une autre, et dans le contexte du deuil. Ils peuvent être extrêmement puissants pour signaler que vous êtes prêt pour un nouveau chapitre. Pas un chapitre sans la personne, mais un chapitre où la personne occupe une place différente, une place de mémoire amoureuse, au lieu de douleur paralysante. Et sixièmement, peut-être le plus profond, considérez que la meilleure façon d'honorer celui qui est mort est de vivre pleinement. Pas dans la souffrance, pas dans la paralysie, pas dans l'adoration de photos, mais dans la vie, dans la joie, dans l'amour, dans tout ce que la personne aurait voulu pour vous. La recherche de Raymond Moody sur les expériences de mort imminente a révélé quelque chose de constant. Les personnes qui reviennent de la mort rapportent que l'amour est la seule chose qui importe. Pas la souffrance, pas la douleur, pas le deuil prolongé. L'amour. Et l'amour inclut l'amour pour la vie, l'amour pour le présent, l'amour pour les possibilités qui existent encore. Si celui que vous avez perdu pouvait vous envoyer un message maintenant, que dirait-il? Il ne dirait probablement pas « Reste prisonnier de ma photo pour toujours ». Il dirait probablement « Je t'ai aimé, je t'aime encore ». Et la meilleure façon de rendre cet amour est que tu sois heureux. Vous ne trahissez la mémoire de personne en étant heureux. Vous honorez cette mémoire. Vous montrez que l'amour que cette personne vous a donné valait la peine, que le temps que vous avez passé ensemble a créé quelque chose qui survit, pas dans la souffrance éternelle, dans la vie pleine. Les photos peuvent être une partie de cela. Elles peuvent être des ponts vers des souvenirs d'amour. Elles peuvent être des rappels de gratitude. Elles peuvent être des fenêtres vers des moments qui ont façonné qui vous êtes, mais elles ne peuvent pas être des chânes. Elles ne peuvent pas être une addiction. Elles ne peuvent pas être un substitut à la vie que vous avez encore à vivre. Le choix est le vôtre, ainsi que le choix de comment vivre après la perte, ainsi que le choix de laisser la douleur vous détruire ou vous transformer, ainsi que le choix d'honorer celui qui est mort en restant prisonnier ou en vivant pleinement. Qu'allez-vous choisir? Il y a une histoire que Raymond Moody raconte dans l'un de ses livres. Une femme qui a perdu son fils dans un accident de voiture. Pendant des années, elle a maintenu sa chambre exactement comme elle était. Des photos partout, des vêtements dans l'armoire, des trophées sur l'étagère. Elle passait des heures par jour dans cette chambre, pleurer, se souvenir, souffrir. Un jour, elle a eu une expérience dans le psychomantéon de Raymond Moody.
Et ce qu'elle a rapporté après a tout changé. Elle a dit qu'elle avait vu son fils, qu'il était rayonnant, heureux, en paix. Et il a dit quelque chose qui l'a à la fois dévasté et libéré. Il a dit « Maman, je vais bien, mais ce n'est pas ton cas. Tu es emprisonnée dans une tombe que tu as construite toi-même. Libère-moi, en te libérant toi-même. » Après cette expérience, elle est rentrée chez elle et a fait quelque chose qu'elle pensait incapable de faire. Elle a commencé à réorganiser la chambre. Elle n'a pas tout jeté, mais elle a rangé les choses d'une manière qui avait du sens. Elle a choisi quelques photos significatives. Elle a donné les vêtements. Et pour la première fois depuis des années, elle a réussi à respirer dans cet espace. Elle n'a pas trahi la mémoire de son fils, Antoine. Elle a honoré ce qu'il voulait vraiment, qu'elle vive. C'est ce que les photos de personnes décédées devraient représenter. Pas des prisons, pas des chaînes, pas des sanctuaires de douleur, mais des rappels d'amour, des ponts vers la gratitude, des fenêtres sur un passé qui a façonné qui vous êtes, mais qui ne devrait pas définir tout votre avenir. La façon dont vous vous connectez à ces photos en dit long sur la façon dont vous traitez la perte. Si vous les regardez avec compulsion, avec désespoir, avec le besoin de garder la personne prisonnière, vous êtes sur la mauvaise voie. Si vous les regardez avec tendresse, avec gratitude, avec l'acceptation que la personne existe maintenant sous une autre forme, vous êtes sur la bonne voie. Et il n'y a aucune honte à avoir besoin d'aide pour trouver ce chemin. Le deuil est l'une des expériences les plus difficiles de la vie humaine. Et dans un monde qui nous enseigne rarement à faire face à la mort, il est normal d'avoir besoin de conseils. Raymond Moody en parlerait d'ailleurs très bien. La question finale que je vous pose est la suivante. Si la personne que vous avez perdue pouvait voir comment vous vivez maintenant, serait-elle heureuse? Sentirait-elle que vous honorez ce que vous avez vécu ensemble? Ou serait-elle triste de vous voir piégé, paralysé, incapable d'aller de l'avant? Et la réponse à cette question peut vous guider vers la bonne façon de vous relier aux photos, et à la mémoire, et à la vie elle-même. Vous gardez des photos de quelqu'un qui est décédé. Dites-nous dans les commentaires comment vous vous connectez à ces souvenirs. Et si vous avez réalisé que vous devez changer quelque chose, commencez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Parce que chaque jour passé en prison est un jour que vous ne vivez pas. Et vous méritez de vivre. Vous méritez d'être heureux. Et ceux qui vous aiment le veulent aussi pour vous.